Mesdames, Messieurs, il se passe de présentation. Nous le connaissons tous, que nous soyons en Afrique, en Europe ou carrément dans la belle province, en Amérique, au Québec. Aujourd'hui, on le considère comme l'un des grands crooners de la francophonie. Il a parcouru les différents continents et aujourd'hui, il est dans la belle province du Québec en ces périodes de confinement. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast Corneille de son vrai nom, Cornelius Nyangura. Messieurs, dames, merci Corneille d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. D'autant plus, tu as bien roulé le R dans mon nom de famille. C'était parfait. Corneille, Vigitz. Mir geht's sehr gut. Und dir? Corneille, Amakuru Yanyu. Amakuru ni meza. Murakoze. Nimge mukoze. Alors, Corneille, on te disait en allemand et également en Kinyarwanda. Kinyarwanda. Donc, dans la langue du Rwanda. Ouais. Comment vas-tu, Corneille? Ben écoute, vu les circonstances, ça va. C'est toujours une drôle de question parce que on n'arrête pas de dire on est tous dans le même bateau, mais c'est pas tout à fait vrai. On est dans la même mer, mais on n'est pas dans les mêmes chaloupes. Donc c'est toujours compliqué de dire comment on va d'un point de vue individuel, en tout cas dans son petit cocon familial, versus comment le monde va. C'est pas toujours c'est pas toujours en phase. Puis on peut pas ignorer comment le monde va, mais ça c'est une autre question. Et avec la petite famille, on sait que tu as une petite fille, elle vient d'arriver il n'y a pas si longtemps là, quand même. Ouais. Et tu as un petit garçon il y a 4 ans, en 2016, c'est ça. Puis tu as un petit garçon également. Et madame, comment va la petite famille là actuellement, Corneille, en ces temps de confinement, déconfinement, crise sanitaire? La petite famille va bien. On est en bonne santé. On est une famille d'artistes, parents artistes, donc on n'a jamais eu un horaire, toujours un horaire, on a toujours eu un horaire très flexible. J'ai toujours essayé, c'est pas toujours facile, mais j'ai toujours essayé de me donner la liberté de gérer mon horaire comme bon me semble et de ne pas laisser certaines pressions inhérentes au métier me restreindre. Donc, j'avais déjà pris la décision cette année, par exemple, de ne plus faire de tournée en France. Donc, après la tournée que j'allais finir au mois de mars, qui a finalement été interrompue, j'allais arrêter, j'allais prendre un break du voyagement, puis vraiment plus rester ici avec la famille. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas si déstabilisé que ça. Donc, je te dirais que ça va, mais le monde ne va pas très bien. Donc, ça, c'est la réponse que je te donnerais. Même ta réponse est très excellente et surtout très philosophique. On sait que Corneille est très zen. C'est quelqu'un, je peux te dire, est-ce que tu fais de la méditation, Corneille, juste de même? Ah, mon Dieu, tu m'emmènes sur un autre terrain. Oui, mais je ne fais pas de la méditation. La méditation, c'est pas, ça peut prendre plein de formes. Mais ce que j'apprends, c'est que c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Dès lors que tu commences à dire il faut que je médite, tu es sorti de la méditation. Okay, donc, moi, ma méditation, souvent, c'est de me poser le soir, puis de me poser tout un tas de questions sur moi-même, me remettre en question, beaucoup me remettre en question, apprendre à me connaître. Apprendre à se connaître, ça prend toute une vie. Puis, c'est la seule chose sur laquelle on a un petit peu on a notre mot à dire, c'est soi-même. Le reste nous échappe toujours. La preuve, ce qui se passe en ce moment nous échappe complètement. Mais c'est ça. Moi, la méditation que je fais, à chaque fois que je fais de l'introspection, c'est une forme de méditation, dans le fond. Hey, on vient d'apprendre un pan de Corneille qu'on connaissait pas nécessairement là, au grand public. Corneille, apprenons à te connaître. Tu sais, les plus jeunes, oui, tu as sorti quelques albums là, récemment. Ils t'ont sûrement aperçu à la télé, sur les réseaux sociaux, mais
t'as quand même marqué une génération ou deux, trois, je te dirais, au Québec et en Europe. Rapidement, ton parcours. On sait que toi, tu es né en Allemagne, à Fribourg. Oui, D'où pourquoi je t'ai parlé oui, en allemand. oui, oui, oui. T'es polyglotte, toi, pas mal, je te dirais, Corneille. Ouais, ouais. Oui, je parle 4 langues, OK. puis le Kinyarwanda, donc Kinyarwanda l'allemand, le français et et l'anglais l'anglais, surtout. bien sûr. Français et anglais surtout. Puis si ça parle Swahili à côté de moi, je Ouais, peux ça peut, la tu peux. moitié de la conversation, je la saisis. OK, cool. Et après, ben, tu vas quitter l'Allemagne à l'âge de 6 ans et tu vas aller t'installer avec tes parents au Rwanda, pays d'origine, n'est-ce Ouais. pas? À Kigali, donc la capitale du Rwanda. Et maintenant, tu vas tranquillement, on sent que tu vas t'intéresser à la musique, Michael Jackson, tu vas commencer à faire des stepettes à la maison, ton père va Ouais. t'intéresser aux grands crooners, les Marvin Gaye de ce monde et ainsi d'autres. Et à un certain moment, Corneille, à l'âge de 15 ans, je pense que tu écris ton premier morceau, puis à l'âge de 16 ans, tu vas participer à ce concours à Kigali, au Rwanda. La télé commence à ce moment-là, ça arrive un peu tardivement, je pense, au Rwanda en Mhm, 93. Et là, mhm. tu vas participer à ce genre de Star Academy pour nous autres ici au Québec, où ce que tu vas gagner. Puis il y avait de grands chanteurs du Rwanda. Peux-tu nous parler de ce moment-là? Tu sais, c'est Ouais. ce qui va vraiment te mettre sur la map, là, en quelque sorte, là. Euh, je dirais pas que ça m'a mis. Ça Je commence, dirais pas que là. en tout cas, ça a allumé une étincelle en moi. Voilà, Ça m'a pas mis ouais. sur la map Tout de ni suite, là. africaine ni rwandaise, mais ça m'a ça m'a confirmé en tout cas que je voulais le faire. C'est ça que je voulais faire. On n'a pas gagné, on a fini quatrième, OK. mais on était amateurs de chez amateurs là. Des On petits était jeunes, là. on était quatre petits jeunes entre 15 et 16 ans. Et c'était du matériel original, donc écrit et composé par nous. Et c'était le premier, comment dire, oui, mon premier contact avec un certain succès Ben, bien sûr. et une certaine approbation que le public me donnait. C'est-à-dire, j'ai pas, c'est pas, c'est pas un parcours normal de j'envoie une chanson à la radio, puis il y a un petit peu de buzz, puis je m'attends à être, où on me voit à la télé, je m'attends à être reconnu, puis là, cette reconnaissance vient graduellement. Non, là, c'était un contact direct avec un public qui nous a acclamés. On n'a pas gagné, on a fini quatrième, mais sur une bonne vingtaine, sinon trentaine d'artistes qui sont produits. C'était très encourageant pour nous. Super. Et là, le pays attend à connaître Corneille. Et là, il y a des événements malheureux qui vont arriver au Rwanda en 1994. On les connaît, le génocide. Peux-tu nous parler de cette période qui va t'amener en Allemagne et par la suite au Québec à l'âge de 20 ans? Peux-tu nous parler de cette période aujourd'hui avec le recul? Comment en parles-tu? Est-ce que tu ressens encore certaines émotions? Oh, ça, ce sont des émotions qui durent toute une vie, d'autant plus que ce sont des événements qui m'ont arraché de mon lieu d'appartenance premier. Le Rwanda, ça a été mon premier vrai chez moi. Euh, donc, ouais, très difficile à vivre. Puis, ouais, je pense que le fait que je n'y vive plus, surtout avec l'âge, me, ouais, me pose un problème existentiel. Je me sens toujours comme une espèce d'imposteur identitaire. Parce qu'on a tous besoin de savoir qu'on appartient à quelque chose, à tort peut-être d'ailleurs, parce qu'on peut-être qu'on appartient tous à la même affaire. Mais le cerveau humain est pas fait comme ça. On n'est pas assez évolué pour penser de cette manière. Moi non plus d'ailleurs. Moi le premier, j'avais envie de dire. Mais oui, c'est une espèce de souffrance de se sentir ouais, arraché de son lieu d'appartenance premier. Puis je pense mais je retournerai un jour, c'est certain. Euh, le, je dirais que la souffrance qui reste, c'est surtout celle-là. Les circonstances dans lesquelles ma famille a été tuée étaient plus qu'exceptionnelles. Le seul moment, le seul endroit où j'en parle
Dans le détail, c'est dans un livre que j'ai écrit, une Oui, autobiographie que j'ai écrite, tout à fait. qui est apparue il y a 4 ans maintenant. Je m'en tiens là. Quand on me pose des questions, euh, je me réserve le droit d'y répondre ou pas, dépendant du temps qu'on a pour en parler, parce que c'est très complexe, c'est très Oui, tout à difficile fait. de, de parler de ce genre de choses sans polariser, sans être pris au Mhm. piège des opinions extrêmes. C'est toujours très complexe. Me parler de toute façon avec nuance, c'est rendu très compliqué de toute façon aujourd'hui. Aujourd'hui, mais, mais, euh, mais le Rwanda me manque, les Rwandais me manquent. Je, 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 je rêve du jour où la réconciliation sera totale. Euh, Parce que bien qu'on ait parlé d'ethnie, je pense que ça reste quand même assez superficiel. La notion de l'ethnie dans un pays euh, où tout le monde a à peu près une histoire commune, une même culture, une même langue. Bantou. Ben non, parce que les Tutsis, pour le coup, sont pas bantous. En Ok, plus, moi, je suis l'un et l'autre. Mon père ok, était Tutsi, ma mère était Hutu. ok. Les Hutus, pour le coup, sont bantous. Mhm. Mais ouais, j'ose penser que le temps Finale, guérit, je ouais. pense. Le temps guérit. Faut avoir la patience pour cette guérison. Puis un jour, moi, je serai mieux déjà dans ma peau, assez pour dire, OK, je prends mes valises et j'y vais. Merci pour ce moment, Corneille. Et un mot pour cette famille qui va t'accueillir en Allemagne en 15 secondes. Tu sais, on Ah, pose mon Dieu. rarement ces questions-là. Si C'est tu avais pas, quelques mots pour eux, là, pour nous montrer à quel point ils ont été importants pour toi, Corneille. oh mon Dieu. J'ai envie de dire que ils ont été tout, en fait, dans ma vie. C'est-à-dire qu'ils ont été le, ils ont été la raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui, après la disparition de ma famille. Sans cet accueil, ils ont été la preuve même que la générosité et la bonté existent réellement. C'est très facile de l'oublier, hein. C'est très facile Mhm. de penser qu'on est tous un petit peu. C'est ça, qu'on a un penchant naturel qui tend plus vers la corruption, puis la jalousie et tous ces vices-là. Mais la bonté existe vraiment, puis elle s'est incarnée en eux parce que c'était des amis de ma famille. Ils m'ont accueilli. Ils n'avaient pas à le faire. Ils auraient pu m'accueillir juste le temps de quelques mois, histoire de me replacer, puis me dire. D'autant plus que j'avais un oncle qui vit au Au Canada, Canada, donc c'est ça. ils auraient juste pu me servir de tremplin pour continuer ma route. Puis ils m'ont ouvert les bras. Ils m'ont accueilli comme le leur. Ils m'ont tout donné. J'ai manqué de rien. À aucun moment je n'ai senti euh, cette espèce ouais, de sentiment d'être d'être toléré. Non, j'étais Hmm, accepté. wow. J'étais accepté. C'est assez fort comme sentiment et ils sont encore très, très présents dans ma vie aujourd'hui. C'est probablement, pas probablement, c'est la seule constance que j'ai. C'est le fil conducteur qui me lie encore à, à la vie avant ma carrière. Et même bien avant ça. Donc, ils ont continué le travail de mes parents, en fait. C'est très fort. C'est-à-dire que j'avais 17 ans quand ma famille a disparu. Et ils ont prolongé, euh, ils ont continué ce qui avait été interrompu quelque part, euh, que mes parents n'ont pas pu finir, n'ont pas pu achever. Et ça, c'est très, très fort. Très, très fort. Ça durait plus que 15 minutes, désolé. 15 secondes, Super, pardon. mais écoute, Désolé. Corneille, tu partages ces moments-là avec nous, c'est incroyable. En tout cas, je te dis vraiment merci parce que tu t'ouvres à l'ensemble de la nation québécoise qui t'écoute aujourd'hui et ça, c'est très apprécié. Ils vont tellement te donner
énormément d'amour, car tu le dis lorsqu'on fait les recherches, tu as bien vécu à Kigali, tes parents biologiques t'ont donné un amour incroyable, tu arrives en Allemagne, tu reçois un Ouais, amour, ouais, tu ouais. gagnes une confiance, et là, tu te dis, bon, mon oncle, j'arrive. Et tu viens Ouais, faire des études en communication à l'Université de ouais. Montréal. Déjà là, on À sent que le, Concordia, Concordia. À Concordia, Ouais, excuse-moi, Concordia, ouais, à ouais. Ouais. Concordia. Donc déjà là, le micro, tu veux, hein, on sait que tu as Oui, oui, un oui, oui, oui. intérêt pour. Ouais, ouais. Peux-tu nous Le parler de ton micro, arrivée ici? Oui, vas-y, du micro et de ton arrivée ici. bah, je suis arrivé ici l'été 97, OK. le 27 juillet 1997, je m'en rappellerai toujours. Puis, pour moi, Montréal, c'était pas le paradis, mais c'était C'est bien. proche de ça. Bah, c'est-à-dire que je suis arrivé l'été, donc Ça va. je suis arrivé dans l'illusion. J'avais pas été frappé, j'avais pas été frappé par l'hiver. Moi, je suis arrivé naïvement l'été, Sainte-Catherine, je me baladais, je me dis mais c'est quoi ce pays de non seulement d'ouverture, les festivals un petit peu partout. Je me suis fait des amis très très vite. J'ai été très vite intégré à la communauté haïtienne. J'ai rencontré Gage et Gardy très très vite. On a Fury, formé le oui, groupe oui. One. Euh, pour avoir eu à m'adapter, à m'intégrer quelques fois dans ma vie, ça a été mon adaptation la plus smooth, la plus cool ever. OK. Ouais, de tout ton J'étais chez moi. parcours, là, mais bien Ouais, sûr. ouais, 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 c'est ouais. clair. OK, c'est clair. C'était calme, c'était sans effort. Euh, je suis arrivé dans un Montréal estival, cosmopolite, où tout était possible. Moi, j'étais un jeune gars qui venait avec un bagage assez lourd, mais avec énormément De fougue. de fougue et de volonté. Puis, j'avais de grands rêves. Puis, je, je, Le marchand je de sais, rêve, tu m'en fais. ouais, 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 mais voilà. je sais pas quel genre de carrière j'aurais pu avoir si j'avais atterri à Paris à la place, par exemple, ou à New York ou ailleurs. C'est toujours très intéressant de penser à ce genre de choses. Je pense qu'une grande partie de ma carrière, je la dois au fait que j'ai atterri à Montréal avant de la commencer. Et comment tu vas conquérir Montréal, Corneille? Parce que tu dis que tu te fais des amis assez rapidement. On sait que tu as une plume incroyable. Tu as une voix, ben là, c'est la preuve en est faite, Merci, là, tu sais, merci, écoute, merci, là. merci. Comment tu vas réussir à rencontrer les Marco Volsi, les Gage, les Gardi Fury, qui tous aujourd'hui ont des carrières qui se valent et comment réussis-tu à attirer l'œil de Dogmatic? Peux-tu nous parler de ces moments? Tu vas même faire choriste pour Céline Dion. Tu vas remplacer Barvé à l'époque, qui était comme un des En premiers. fait, Ouais, En fait, peux-tu? non, 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 on n'a pas chanté pour Céline Dion, on aurait aimé. Mais non, non, on a fait des chœurs Ouais. on a chanté on a fait des chœurs et on a chanté avec Isabelle Boulay et Lara Fabian Ah, puis à la Lara Fête du Fabian, ouais, Canada, c'est je ça, ouais, pense. ouais, ouais. OK. Bah écoute, bah, les rencontres, mon Dieu. Euh, je suis arrivé en juillet, puis je pense qu'au mois d'août, peut-être, j'étais déjà avec Gardy et Gage, parce que j'avais rencontré un gars qui s'appelle Patrick au HMV sur Sainte-Catherine. Ah, J'écoutais de la OK. musique, on a échangé. Tu viens d'où? Ah, je viens d'Europe, je viens de m'installer, je suis chanteur. Nice. Ah OK. oui, ça tombe bien, je connais deux autres gars qui chantent aussi, ils veulent former un groupe, ils se connaissent. Voilà, c'est le reste. The rest is history, comme on dit en bon français. Puis, parce que il y avait une vraie petite scène de musique urbaine À Montréal. forte, vigoureuse, vivante à Montréal, hip-hop, mais aussi R&B, franco-anglo. Je ne OK, sais pas si c'est mes OK. yeux du jeune de 20 ans qui voyait les choses différemment, mais j'avais l'impression il y avait quelque chose de fortement vivant dans la scène underground, musique noire à Montréal. Euh, et quelque chose de très prometteur. C'était pas juste underground, on est underground par dépit parce que Hmm. y a rien au-dessus. Non, non, on est underground parce qu'on est entre nous, mais le monde est à nous aussi. Parce que la culture noire aujourd'hui plus que jamais,
elle est assez dominante, en tout cas, si on va parler Culturel, ouais. de culture pop. Mhm. Et on le savait déjà à l'époque. Donc, on se sentait appartenir à quelque chose de très puissant. Et donc, on se tenait tous ensemble. Donc, j'ai rencontré Marco par le biais de la musique parce que lui était déjà plus officiel que nous parce qu'il était déjà, je pense, il a fait chanter avec LMDS, je pense, à l'époque. LMDS, oui, les Il faisait messagers du déjà son, ouais, les voilà. messagers du son, Camaro et, et il était déjà dans la prod. Il était déjà, on entendait parler de lui déjà comme un grand musicien, un jeune mais grand musicien. Donc, oui, j'ai rencontré tout ce monde par le biais des uns des autres. Puis on faisait tous partie de la même clique, quelque part. Puis à un moment, tu as voulu vraiment t'exprimer par toi-même. Puis c'est à Ouais. ce moment-là, écoute, Corneille, que tu vas sortir, là, écoute, ça c'est l'album des albums, là, entre autres, là, parce que tu en as fait plusieurs, là, mais tu as fait Ouais, mais plusieurs tunes, mais parce qu'on vient de loin, là, Corneille. le premier Wow. je ne veux pas parler pour tous les auteurs-compositeurs, mais pour un auteur-compositeur, donc quelqu'un qui doit fournir sa propre matière, qui doit trouver en lui ou en elle sa propre matière. Le premier album, c'est l'album le plus fort parce que, comme on dit communément, c'est l'album qui a pris toute une vie à écrire. Euh, et toute cette richesse, la somme de tout ce qu'on pense être jusqu'au moment où on commence à écrire, on arrive à le traduire musicalement. Euh, c'est, il est très difficile de faire mieux que ça. Le premier album, il porte cette puissance comme aucun autre. Mais j'ai envie de te dire que le dernier album que tu as fait, Parce qu'on aime, tu as quand même ta femme qui t'a aidé à écrire Oui, oui, certaines oui, chansons. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de fort là aussi, d'être oui, 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 avec oui. la compagne de sa vie et Oui, c'est la voir que... suite. Ouais, vas-y. Oui, ouais, c'est la suite. En tout cas, c'est la suite désirée des choses pour moi. Ça fait quand même 10 ans qu'on écrit ensemble, Sophia et moi. OK, Et nice. ouais, comme elle a une belle plume et que la musique prend tellement de place dans ma vie, oui, ça a été une grande chance de pouvoir, euh, de pouvoir réaliser ces projets ensemble. On n'est pas, on n'a pas, j'ai pas l'impression de vivre mon petit truc à part, puis elle de son côté. Il y a des projets qu'on fait vraiment ensemble, dont ce dernier album. Puis c'était particulier parce que c'est la première fois qu'on se racontait tous les deux. D'habitude, elle m'aide à écrire pour moi-même ou on écrit pour d'autres artistes. Là, on se racontait tous les deux. On parlait du couple, comme nous, on le vit, comme on en fait l'expérience. Et j'avais jamais fait un album d'amour qui parlait du couple. C'était vraiment une première. Et ça donnait un album ouais, que j'aime énormément, que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé chacun de mes albums, mais il y a des albums qui étaient très chargés émotionnellement. Et donc, des fois, c'est dur de les revisiter. Puis ce dernier, c'est probablement mon album le plus zen. Oui. Euh, et, 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 et je suis content d'être là. Je suis content d'être dans mon premier album. Je suis plus Ben, content tu as d'être une tune qui s'appelle Le dans mon Bonheur. dernier album. Ouais, ouais, ouais. Ben, la tune qui s'appelle Le Bonheur, elle vient de ton, je pense, elle vient de ton dernier album, là. Oui, 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 mais oui. on sent ce bonheur chez Corneille. Déjà, tu nous amenais une énergie positive, mais tu sais, on regarde plusieurs années après tes tout débuts, tu gardes encore ce swag, puis ça m'amène aujourd'hui, tu es le crooner des crooners. Écoute, tu chantes avec Garou, Rock Voisine, dans ce projet Forever Gentleman. Écoute, j'ai été revisiter ça. Tu as une toune, là, ben, tu reprends Fly Me to the Moon. C'est Ouais, comme, ouais. yo, Corneille, sérieux, là, t'es comme le Frank Sinatra, tu sais, comme, je sais pas, Ah, je suis pas, je suis t'es pas, je un suis pas, je suis artiste pas. plus que versatile, là. C'est incroyable, ça, avec Mais je pense, des chœurs de jazz, puis tu sais, ouais. Mais je wow. pense que je pense que tous les artistes le sont. Tous les artistes sont versatiles. Je connais aucun artiste qui a juste envie de se, ouais, de se piéger dans un Dans un style ou style. dans une discipline. L'artiste
par nature à une espèce de curiosité sans limite ou presque. Fait que oui, j'ai des intérêts divers en musique, mais qui tournent toujours autour de la même culture quelque part. Parce que bon, quand on parle de crooner, on pense à Sinatra et à Dean Martin puis tous ces gens-là. Ok. Mais il faut pas oublier que le crooning, il vient surtout du jazz et que le jazz vient d'une culture bien précise. De toute façon, je pense qu'on peut dire que toute la musique moderne aujourd'hui a comme parent la musique noire. Euh, donc, je suis très curieux dans la vie, mais je ne pense pas qu'on m'entendra faire un album de métal, par exemple. ou, euh, ou un album de rock, ou un album de, 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 de grunge. C'est pas du tout dans ma culture. Je connais pas assez bien ça. Mais R&B, number one. Yeah. Mais après, je grandis en écoutant beaucoup de hip-hop. J'en écoute encore aujourd'hui. Mais le hip-hop aujourd'hui, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Là, parce que le hip-hop, c'est la pop aujourd'hui. C'est ce que tout le monde écoute. Euh, mais ouais, du reggae, la musique afro-caribéenne, le zouk compas, la musique africaine, le dombolo, tout ce que tu veux, hein, la rumba congolaise. Il y a un petit peu de tout ce que je viens de nommer dans au moins un de mes albums. Ouais, c'est ça. Lazare, tu as fait avec Lazare Morgan, Wine Ouais. and Bubble. On Yeah. retrouve un peu ce afro. On sent les influences là, avec La Fouine également. Tu as fait un morceau fort intéressant. Tu sais, Corneille, une question de même rapidement. Laquelle, parmi toute ta discographie, parmi toutes tes chansons, là, laquelle que tu préfères? C'est avec classe? Ouais, que tu je préfères. préfère. Ouais. Ah, je n'ai pas de préférence. Je peux te parler de celle qui me semble la plus importante. Je peux Ok, te parler oui, vas-y, de vas-y. celle qui. Ok. La plus importante, c'est parce qu'on vient de loin. C'est clairement Ok. celle-là. Ouais, c'est parce qu'on vient de loin, parce que c'est une chanson qui m'a. Ouais, c'est une chanson qui m'a échappé, qui n'est plus la mienne. C'est une chanson qui m'a. Ouais, qui me lie au monde francophone, peut-être même au-delà, où que je sois. Je suis un artiste francophone. Ouais, mais tu chantes Tout en mon... anglais, là. The Oui, Bird mais of mon succès, Cornelius. Quand même. oui, quand même. Mais à part au Japon, puis un petit peu aux États-Unis, mais pas tant que ça, c'est pas un album qui a connu énormément de succès. Il a connu du succès au Japon, assez étrangement. Mais sinon, je me considère vraiment comme un artiste francophone, évidemment. Et cette chanson, oui, cette chanson m'a échappé. Elle appartient à la francophonie. Elle n'est plus vraiment mienne. Et ça, oui, pour tout auteur-compositeur, c'est un cadeau, ça. De pouvoir se dire qu'on a ne fût-ce qu'une chanson. L'autre chanson qui arrive, qui est la tâtonne, mais même pas proche, là, mais quand même, c'est Avec classe. Avec classe, étonnamment, c'est une chanson qui, où que je la fasse, ça peut être dans un club à New York ou dans un petit Petit village café. dans le Midi ou à Rimouski. Je sais pas, il se passe Ça quelque chose. danse. Ouais. Nice, nice. Corneille, avant qu'on te laisse filer, là, on sait que la petite famille t'attend. Oui. Actuellement, tu es cette vedette internationale, tu reviens au Québec, tu représentes ce modèle pour plusieurs générations et pour les plus petits. En France également, tu as été pendant les années 2010 à 2015 parmi les 50 personnes les plus appréciées en France. Est-ce que tu es conscient de ce que tu représentes pour la jeunesse et pour une panoplie de gens qui ont vécu certains parcours comme celui que tu as pu vivre, Corneille? Euh, oui et non. Oui et non. Oui, parce que on me le dit, et non parce que j'ai de la peine à le croire. C'est très.
et c'est tant mieux. Ouais. Le jour où je vais commencer à réellement croire que je suis un exemple pour, bah, c'est pas seulement le côté, Né en oui, âme. mais c'est une responsabilité. Yes. Je suis pas sûr que c'est une responsabilité que j'ai envie de porter. Parce que je suis père de 2 enfants. Euh, Chaque jour est un, est une charge Yes. parce que je dois au minimum montrer un petit peu le chemin, par exemple, parce on le fait surtout par exemple, parce que moi je peux t'enseigner quelque chose aujourd'hui. Si tu me, si en ouvrant la porte un petit peu, tu fais un petit pic, puis que je suis en train de faire le contraire, ça n'a plus aucune crédibilité. C'est clair. Et c'est ça, ouais, ce n'est ni plus ni moins qu'une forme de leadership, en fait. Et moi, j'ai pas envie d'être leader de personne. Vraiment pas, parce que je pense que ça m'éloigne de l'artiste que je suis. Yes. Et je pense qu'à un moment donné, surtout quand le succès est chaud, il est là, ça se passe là, à ce moment, c'est très difficile, voire impossible, de dire non à ce rôle. Mais avec le temps, j'ai appris que c'est un accident. C'est un accident. Moi, j'ai fait un album pour m'exprimer, pour me faire du bien. Puis ça a fait ce que ça fait. Ça m'a donné une carrière. Et merci à tous ceux qui me soutiennent encore aujourd'hui. Parce que s'ils n'étaient pas là, je ferais une autre job. Probablement, peut-être un petit peu beaucoup moins intéressant. Donc, je suis très reconnaissant. Et en même temps, le public qui me soutient jusqu'aujourd'hui me doit rien. Il me doit absolument rien. Euh, Si je fais quelque chose qui n'intéresse personne, ils ne sont pas obligés de me suivre. Et donc, tout ça pour dire que si je suis un exemple pour les jeunes, c'est malgré moi. C'est un accident. Et, 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 euh, et quand je croise des jeunes qui me parlent, je partage mon expérience, mais pas comme enseignant ou comme influenceur, juste comme quelqu'un qui a déjà Citoyen. été jeune, comme quelqu'un qui se rappelle très bien ce que c'était que d'être jeune, de se poser plein de questions sans trop de réponses, d'être certain qu'on sait alors qu'on sait rien du tout, de le découvrir juste plus tard, puis tout ça, puis être jeune aujourd'hui, c'est pas nécessairement être jeune comme moi je l'étais. Donc, Ouais, qui c'est ça, c'est suis-je différent. pour faire la morale? Je le sais, tu sais, j'ai cette difficulté aujourd'hui à trouver l'équilibre entre euh, être le parent 2020 versus le parent que mes parents ont été. Ça n'a rien à voir. C'est comme pas de Ça n'a rien commune à voir. mesure. OK. Non, ça n'a rien à voir. Donc le jeune, à la limite, j'écoute le jeune. Le jeune m'influence aussi. Le jeune a quelque chose à m'apprendre aussi. Donc, il y a, ouais, c'est plus un échange, je pense, aujourd'hui, je peux dire ce que je pense de la musique, comment je peux partager 2, 3 petites clés pour dire, si tu as envie de commencer en musique, voilà ce que je peux te conseiller de faire. Mais honnêtement, fais ton propre chemin, là. C'est toi qui as raison, pas moi. Donc, si je fais un modèle, c'est un grand honneur. C'est vraiment un grand honneur, mais c'est un accident. Ben, des C'est un fois, bel accident. ben C'est un bel voilà, accident. voilà, voilà, voilà. Ouais. Et pour terminer, en 30 secondes, tu parlais des jeunes. Il y a des événements malheureux qui se déroulent aux États-Unis de Ah, semaine mon Dieu. après, de semaine en semaine, Ah. des jeunes issus des communautés noires qui tombent faisant son jogging. Il se fait buter, Non, puis tirer, et là, l'autre, le genou, George Floyd. George Floyd, ouais. Ouais. En 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, Corneille. Um, toute ma vie, j'ai lutté contre une certaine éruption de colère. Parce que depuis l'âge de 17 ans, j'ai eu beaucoup de raisons d'être en colère et de l'exprimer. Et toute ma vie, j'ai toujours su que l'expression de cette colère, euh, si on prenait pas le temps justement de la, de l'apprivoiser, de la comprendre pour l'exprimer après, entre autres,
grâce à un véhicule comme l'art, par exemple, euh, que ça ne rendait pas les circonstances meilleures. On vide son sac, mais à moins d'être seul dans une pièce, généralement, il y a quelqu'un qui va la recevoir et qui va vouloir au mieux la retourner contre toi, au pire la répandre. Donc, j'ai toujours essayé de parler à ma colère pour l'écouter, puis laisser le temps passer. Mais j'avoue que l'image du genou de ce policier sur la nuque de George Floyd, c'est une des rares fois où je ne sais pas quoi penser de ce qu'il faut faire pour résoudre ce genre de problème aux États-Unis. Les États-Unis, il faut comprendre que c'est la puissance économique mondiale, culturelle au monde depuis plus de 60 ans et que c'est un pays qui doit cette puissance à un génocide des populations indigènes et à l'esclavage. Cette image elle est venue chercher des choses en moi. De penser que je suis en train de regarder ça à plusieurs décennies après Jim Crow et de voir qu'il y a un policier qui est assez sûr de son statut intouchable et sûr d'une certaine impunité, à l'heure où on sait très bien que tout le monde va filmer et que ça va se retrouver sur les réseaux sociaux, et de commettre ce geste, je sais pas. Je sais pas. Il y a pas vraiment de mots. Il y a pas vraiment de mots. Il y a pas vrai de mots. Je sais très bien que là, on se parle, puis on a été touché, puis on a forcément une sensibilité autre parce qu'on est noir. Mais c'est dur de pas vouloir rentrer dans le jeu de la colère. C'est très dur. Donc il faut se retenir, faut se parler. Mais cette image m'a bouleversé. Cette image m'a bouleversé. Ce qui m'a bouleversé, c'était le côté le manque de honte. Le gars était shameless, là, le gars avait aucun scrupule. Et il s'est pas senti, il était, ouais, non, bien, je quoi. Fais pas, allez, je t'écrase. Ouais, j'ai mon genou, puis je suis chez moi. Il y a quoi? Je suis chez moi. Son demeanor, comme on dit, là, physiquement, l'énergie qui se dégageait de lui, c'était, tu vas faire quoi? Ouais. Tu vas faire quoi? Oui, j'ai sa nuque en dessous de mon genou, tu vas faire quoi? Et je sais pas, même là j'en parle puis ça remue des choses. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Ce que j'aime pas avec ce genre de situation, c'est que je pense que le dialogue est probablement l'avenue la plus sage pour résoudre tout conflit. Et en même temps, je pense qu'on est dans un système politique, social, globalisé où il y a une lutte de classe qui existe, mais qui n'a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de, comment je peux dire? Elle existe, mais elle est presque pour l'exprimer, quoi. Bah, ouais, elle est exprimée, mais on dirait c'est pas une lutte qui devient palpable avec, elle est là théoriquement. C'est une lutte théorique. C'est une lutte de quelques échanges sur les réseaux sociaux. Et je me dis, ben, ce que j'ai vu là, cette image à Minneapolis, ça, normalement, ça devait être cause à une révolution. Mais il n'y en aura pas de révolution, j'ai bien peur. Et mon découragement vient de là. C'est pour ça que j'ai toujours un petit peu de misère à dealer avec ce genre de choses, parce que je me dis, je vois pas d'issue. Alors peut-être qu'il n'y en a pas, mais ouais, c'est dur, c'est dur. Oui, mais Corneille, toi, on sait que tu as un atout, c'est que tu maîtrises, tu as une plume. Alors là, tu sais, et tu es capable de tenir un micro et de passer un message. Alors, écoute, dans les prochaines années, peut-être une chanson qui va demander que les êtres humains puissent vivre de manière... Ben, je l'espère bien, je l'espère bien.
Puis je vais m'inspirer de gens plus sages que moi pour ça. On Donc, verra le bien. mot de la fin, Corneille, les remerciements aux Québécois qui t'écoutent. Bah, écoute, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Euh, Puis surtout, tenez bon. On vit tous des circonstances un peu étranges. Euh, Puis essayons de nous écouter. Essayons de nous écouter. Essayons de respecter les opinions les uns des autres, même si on n'est pas du même bord. C'est peut-être l'effort à faire aujourd'hui, au moins pour qu'on puisse se parler, parce que j'ai l'impression qu'on est chacun d'un bord du rivage, puis on se jette des pierres. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, essayons de nous parler. Puis sinon, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Corneille Murakoze, merci, merci, merci. Ce fut un immense plaisir que de t'avoir à Coconut Podcast. Prends soin de la petite famille, prends soin de toi. Merci beaucoup. Et on t'attend sur les scènes aussitôt qu'il y a un déconfinement. Merci beaucoup, Alain. Je t'en prie. Ciao. Allez, Corneille, merci. Alors, nous étions avec Corneille sur les ondes de Coconut Podcast. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Écoutez, il a des musiques incroyables et chansons incroyables. Sur ce, on va à la pause et on revient dans quelques instants. Merci.